remercier tout d'abord Madame Murg, directrice adjointe de l'Institut de microbiologie et maladies infectieuses à l'INSERM, de nous avoir reçus au sein de cet institut tellement célèbre. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici et de pouvoir avoir accès à un vrai savoir scientifique et de pouvoir aussi permettre aux élèves qui vont participer de Madrid, de Casablanca, de Rabat et des différents lycées parisiens, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à un savoir scientifique et à un débat de qualité grâce à vous. Donc merci infiniment de nous avoir reçus et je vous laisse la parole. C'est un grand plaisir pour moi de toute façon. Je vous écoute. Alors, première question, alors, quel est votre rôle en tant que directrice adjointe de l'Institut microbiologie et maladies infectieuses de l'INSERM? Alors, juste un point de rectification, je ne suis pas directrice adjointe de cet institut de l'INSERM. Cet institut microbiologie et maladies infectieuses est un institut qui a été créé il y a à peu près 5 ans dans le cadre de la mise en place d'une alliance qu'on appelle Avisan, ça s'écrit A-V-I-E-S-A-N, vous pourrez aller voir sur le site internet ce que c'est, qui avait pour objectif de coordonner la recherche et d'animer la recherche entre les différents instituts de recherche français pour augmenter un petit peu la visibilité et permettre justement le passage d'informations, une meilleure coordination des projets entre des chercheurs qui travaillent à l'INSERM, des chercheurs qui travaillent à l'Institut Pasteur, au CNRS, enfin d'autres institutions dans le domaine de la santé. Et cette alliance Avisan, pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs, a créé 10 instituts thématiques, ce qu'on appelle thématiques, puisqu'ils sont sur une thématique particulière. Celui-ci, c'est sur la microbiologie et les maladies infectieuses, mais il y en a d'autres sur la génétique, les neurosciences, le métabolisme. Enfin, vous pouvez aller voir toutes les informations sur les sites internet. Donc, je suis directrice adjointe de cet institut microbiologie et maladies infectieuses de l'Alliance Avisan. C'est basé à l'INSERM, puisque pour le moment, la présidence de l'Alliance Avisan est au directeur de l'INSERM. Voilà. Merci. Alors, la question initiale était quoi? Votre première question, c'était ça, hein? Oui, voilà. Oui. Voilà, d'accord. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'essayer de trouver des passerelles pour que les chercheurs de ces différents instituts puissent travailler ensemble sur des thèmes donnés dans ce domaine large de la microbiologie et des maladies infectieuses. Plus particulièrement, on a quelques types d'actions qui sont plus emblématiques, on va dire. Alors, d'une part, les maladies infectieuses, et on a pu le voir avec Ebola, hein, ça ne reste pas confiné à un pays, c'est pas quelque chose qui est spécifique à un pays, mais c'est international, et ça concerne énormément ce qu'on appelle les pays à ressources limitées ou faibles, low and middle income countries. Et donc, et pour avoir une meilleure collaboration avec des équipes de recherche qui sont dans ces pays-là, que ce soit d'Afrique francophone, on parle plutôt d'Afrique subsaharienne, pas tellement d'Afrique du Nord ou des pays d'Asie du Sud-Est, on a créé un groupe de travail qu'on appelle Avisan Sud, et qui a pour objectif vraiment d'initier des actions de collaboration entre des équipes françaises, de ces différents instituts de recherche en France, et des équipes qui sont dans ces pays-là. Voilà. Donc c'est améliorer le partenariat, améliorer la visibilité de ce type d'action. Et la deuxième activité aussi importante, c'est se préparer et répondre aux émergences infectieuses. Répondre, d'accord, mais pour mieux répondre, il faut s'y préparer. Et ce qu'on avait fait, et ce qui nous a conduit à une réflexion sur de nombreuses années, d'ailleurs, depuis 2010, c'est quand il y a eu la grippe H1N1. Alors vous êtes très jeunes tous, mais certains s'en souviennent peut-être, il y a eu la grippe H1N1, la pandémie H1N1 en 2009 et 2010. Et on a dû organiser un programme de recherche française pour faire face à cette épidémie. Parce que la recherche a un rôle à jouer dans la réponse à la crise. Et c'est vrai que c'était pas simple, on n'avait pas de moyens financiers, il a fallu mettre en place tout un fonctionnement
qui nous ont ensuite mené à une réflexion comment mieux se préparer pour pouvoir mieux répondre. Et là également, on a développé un réseau qu'on appelle Reacting, et ça je pourrais vous donner des éléments, pour justement travailler sur la préparation de réponse. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique aussi, mais en gros c'est par exemple, il y a plein de choses réglementaires et éthiques qu'il faut résoudre avant de lancer des projets de recherche. Notamment quand on veut expérimenter l'efficacité d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle molécule, il faut passer vraiment par des phases qui peuvent être longues. Donc c'est comment peut-on raccourcir ces phases pour pouvoir intervenir rapidement. Alors effectivement, la préparation, on n'a pas eu le temps beaucoup de la faire, puisque d'une part, on a eu une épidémie de chikungunya dans les Caraïbes, et puis une épidémie d'Ebola qui est arrivée cette année. Donc il faut répondre à ces crises, mais ce qu'on essaie dans le même temps, c'est de se mieux préparer pour les prochaines. Merci. Quelles sont les caractéristiques du virus Ebola? Comment se transmet-il et quels sont les symptômes associés à cette infection? Alors, le virus Ebola, c'est un virus qui fait partie de la famille des filovirus. Et quand vous regardez sur les images qui ont été publiées, ça ressemble à un long filament. Voilà, tout son nom. Il y a plusieurs virus qui appartiennent à cette famille et deux qui sont plus parlés d'eux. C'est donc le virus Ebola, puis un virus très très proche et qui sévit un peu dans les mêmes régions d'Afrique et qui s'appelle le virus Marburg. Donc c'est des virus qui ont une aire de répartition pour le moment plutôt centrée sur l'Afrique subsaharienne. Enfin, ça peut aller, on va dire, du nord, du sud de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au nord de l'Afrique centrale, en gros, une zone de répartition comme ça. Alors, comment il se transmet ce virus? C'est un cycle compliqué. Ça fait partie des zoonoses. Et des zoonoses, ça veut dire qu'il y a une application d'un hôte ou d'un réservoir animal. C'est un virus dont on pense que le réservoir, et on reviendra sur cette notion, est une chauve-souris. Ce sont 2-3 espèces de chauves-souris qui potentiellement transmettent ce virus. Alors si on les appelle des réservoirs, ou alors on les appelle des hôtes, mince, je sais plus le terme. Intermédiaire. Non, c'est pas des hôtes intermédiaires. Des hôtes naturels, on va dire, du virus. C'est-à-dire que ces espèces de chauves-souris ont le virus, mais ne vont pas développer une maladie. Donc elles ont la possibilité de le transmettre sans être elles-mêmes malades. Donc elles sont vecteurs en quelque sorte de ce virus. Ensuite, comment se fait la transmission à l'homme? Alors la plupart du temps, il y a une étape intermédiaire et la chauve-souris va contaminer d'abord dans un premier temps des primates non humains. Alors les primates non humains, c'est les chimpanzés, les gorilles essentiellement, dans cette zone d'Afrique particulièrement, et qui eux-mêmes vont contaminer l'homme au moment où il y aura un contact avec l'homme, c'est-à-dire au moment de la chasse, et on va dépecer l'animal et être en contact avec le sang de cet animal. C'est transmis par les sécrétions, c'est-à-dire que le sang, les urines, les fesses, la salive, tout ça peut être potentiellement contaminant pour l'homme. Une fois que l'homme est contaminé, on n'a plus besoin de l'animal dans ce cycle-là. La transmission va être directement de l'homme à l'homme. C'est un cycle de sans transmission comme ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, ce qui se passe avec l'épidémie actuelle. Il peut y avoir aussi une transmission directement de la chauve-souris à l'homme, parce que ces chauves-souris sont des chauves-souris frugivores, c'est-à-dire qu'elles ne se nourrissent que de fruits. Certaines sont assez impressionnantes, très grandes, avec une tête assez monstrueuse, mais tout à fait inoffensive. Elles ne sont absolument pas carnivores. Et lorsque ces chauves-souris se nourrissent dans les arbres fruitiers, il peut y avoir une contamination des fruits, et à ce moment-là, contamination de l'homme directement par les sécrétions de la chauve-souris. Il faut savoir également que dans les pays de cette région africaine, on mange également les chauves-souris. Donc il peut y avoir aussi un contact directement au moment de la chasse. Donc l'événement initial est probablement, on en est sûr, on va dire à 90%, il faut encore pouvoir le confirmer complètement, c'est la chauve-souris qui va contaminer
dans la grande majorité des cas, d'abord des espèces animales et surtout gorilles ou chimpanzés, et ensuite contamination à l'homme. Une fois que l'homme est contaminé, on n'a plus besoin de ce cycle. Et la contamination est interhumaine et elle se suffit à elle-même. En Afrique de l'Ouest, l'épidémie d'Ebola actuellement, elle a démarré avec un jeune enfant qui aurait été en contact. On pense que c'est le cas index, c'est-à-dire le premier cas à l'origine de cette épidémie. Un seul cas aurait suffi. Il aurait été contaminé par une chauve-souris en jouant dans des endroits où il y avait des déjections de chauve-souris éventuellement, et ensuite de ça, il y aurait une contamination interhumaine. Et on aurait une épidémie de cette ampleur simplement parce qu'il y a eu un seul cas au tout départ, ce qu'on appelle le cas index. Il y avait une autre partie de votre question dont je ne me souviens plus. C'était quels sont les symptômes qui sont Alors les associés? symptômes, c'est une maladie, on va dire classiquement, qui évolue en 3 phases. 4 si on met la phase d'incubation. Alors mettons 4 phases. D'abord, on est en contact avec le virus et on n'a aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. C'est-à-dire le virus va se multiplier dans l'organisme. Et cette phase, elle va durer, classiquement, on dit entre 3 et 21 jours, mais c'est plutôt, on part sur une moyenne de 7-8 jours, pendant lequel on ne présente aucun symptôme. Ensuite, dans certains cas, ça va continuer comme ça et la personne infectée ne va développer aucun symptôme de la maladie. C'est ce qu'on appelle des formes asymptomatiques, mais dont on ne connaît pas encore le pourcentage sur le taux d'infection global. Dans la majorité des cas, la personne va développer des symptômes et qui sont non spécifiques, c'est-à-dire qui ressemblent à n'importe quelle infection. Surtout dans ces zones, il y a quand même pas mal de pathogènes qui circulent, que ce soit des bactéries ou des parasites ou d'autres virus. Donc c'est une fièvre, c'est des douleurs, c'est des maux de tête, éventuellement des nausées, rien de spécifique. Et on peut le confondre avec n'importe quoi. Alors cette phase, elle va durer 3-5 jours. Et ensuite, on va avoir une phase où on aura des symptômes beaucoup plus spécifiques, avec des douleurs abdominales, éventuellement des hémorragies, mais c'est pas, on dit c'est une fièvre hémorragique, mais c'est pas systématique, des problèmes respiratoires, tout un tas de symptômes un peu plus spécifiques. Et puis, dans les cas extrêmement sévères, il va y avoir, au final, et c'est la dernière phase, une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que tous les organes vont être à un moment donné dépassés par les événements, le patient va mourir de 30 à 90%. Il y a certaines épidémies qui ont été responsables d'une mortalité autour de 90%, c'est déjà arrivé. Sur celle-ci, heureusement, on est léger, moins. Nous voulons savoir en quoi cette épidémie de fièvre Ebola, qui a atteint plusieurs pays d'Afrique, est-elle différente des précédentes? Alors, sur plusieurs points, il faut que je mette un peu mes idées en ordre. D'abord, c'est la première fois qu'on avait une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Auparavant, les épidémies avaient lieu en Afrique centrale. Donc, je ne vous fais pas un schéma de l'Afrique, je suppose que vu votre niveau, vous savez parfaitement quel pays ça peut toucher. Et la première épidémie avait eu lieu en République démocratique du Congo et en même temps au Soudan. 2 pays voisins, mais ce n'était pas la même épidémie. Et c'était en 1976. Une épidémie assez importante, vous ne savez absolument pas ce que c'était comme virus. Et je ne sais pas si vous avez vu cet excellent film qui s'appelle d'ailleurs Alerte, avec Dustin Hoffman. Je vous le conseille, parce qu'il est très bien fait. Et il est sorti un mois, non, c'était avant qu'il quitte. Donc sur cette première épidémie, voilà, un virus, on ne sait pas ce que c'est, il tue beaucoup de gens dans un lieu donné et vraiment extrêmement mortel, avec une contamination rapide. Petit à petit, les échantillons ont été envoyés dans différents laboratoires européens ou américains et on a pu isoler un nouveau virus et c'était le virus Ebola. Donc une épidémie qui à l'époque avait touché à peu près 400 personnes avec un taux de décès de 300 cas, enfin pour des chiffres exacts, ça aussi je pourrais donner d'autres renseignements. Et puis jusqu'en 95, pas grand chose, quelques petites flambées à droite à gauche. En 95, une autre épidémie, toujours en République démocratique du Congo, à Kikwit. Donc dans une zone plus urbaine que la première épidémie, qui s'était située sur le nord de la République démocratique du Congo, dans une zone plutôt rurale, on va dire. Là, on est dans une zone un peu plus urbaine,
Et là aussi, ça flanque. Et c'est là où Alerte sort un mois avant cette épidémie qui coupe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le noter. Voilà, donc là aussi, on commence à comprendre davantage sur ce qui se passe. Et puis, jusqu'à 2014, des épidémies alors de plus ou moins grande importance, mais jamais plus de 300 personnes touchées. Alors sur cette zone d'Afrique centrale, alors avec la République démocratique du Congo, le Soudan, le Gabon, beaucoup de petites épidémies, le Congo également. Voilà, cette zone uniquement. Et puis savoir que, je ne sais plus l'année exactement, dans les années 90, mais j'ai plus l'année exacte, un virus Ebola qui est à l'origine d'une maladie chez une personne, et ça en Côte d'Ivoire. Première fois, mais seul cas, le seul cas, et lié à une souche virale un peu différente, qu'on appelle la souche Côte d'Ivoire d'ailleurs, mais voilà, un seul cas d'infection dans une zone qui était là, Afrique de l'Ouest, et ça en est resté là. Alors dans les autres pays d'Afrique centrale, on avait quand même des foyers épidémiques régulièrement. Puis survient en 2013, plutôt fin 2013, on pense que le cas index était en décembre 2013, une épidémie en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est déjà la nouveauté. C'est pas complètement surprenant parce que ces chauves-souris dont je vous parlais, elles circulent également, elles sont dans ces zones-là d'Afrique de l'Ouest, dans le sud de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pas complètement étonnant. Ce qui a été, alors on s'est dit quand on a appris qu'il y avait des cas d'Ebola en Guinée, et ça a commencé dans une zone au sud-est de la Guinée et qui est à l'intersection entre les trois pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, où finalement les frontières ne veulent pas dire grand-chose. C'est des frontières qui ont été faites d'abord pas par les Africains, mais par les colonialistes, on va dire. Et en fait, ce sont les mêmes ethnies, et ces personnes circulent entre ces trois pays. Elles appartiennent plus à une ethnie qu'à un pays, on va dire. Et donc, dans la même famille, vous avez des gens qui habitent en Guinée, d'autres en Libéria et d'autres en Sierra Leone. Parce que et vous verrez, si vous regardez bien la carte, on a vraiment une zone où les trois frontières sont très proches et elles sont extrêmement poreuses. Une frontière, ça peut être un sentier, ça peut être une petite rivière, et tout ça se traverse facilement. Donc on s'est tous trompés, on va dire, sur cette épidémie, parce qu'on pensait tous qu'elle allait se résoudre comme d'habitude. Une épidémie d'Ebola, ça se résout comment? Eh bien, on isole les patients, on identifie des personnes qui ont été en contact avec ces personnes malades, et on les surveille pendant 3 semaines à peu près. Si elles ne développent pas la maladie, on va dire qu'elles n'auront pas la maladie. Si elles la développent, on les isole à leur tour. Donc c'est la prise en charge des patients, dans les conditions des pays où ça survient, sachant que les systèmes de santé sont quand même un peu faibles, et puis identifier les personnes qui ont été en contact avec les personnes malades. Et en général, en quelques semaines, 3 mois, 4 mois, le problème est réglé. Donc on s'attendait tous à avoir une épidémie de ce type. Mais c'était sans compter qu'on était dans une zone où il n'y avait jamais eu d'Ebola, où donc les gens ne savaient pas ce qu'était l'Ebola, et où en plus, on était dans un environnement un peu différent. Si vous regardez le Libéria ou le Sierra Leone, c'est pas le même pays que la République démocratique du Congo, qui est un énorme pays, ou le Gabon, qui est une zone forestière quasiment essentiellement. Là, on était dans des zones où il y avait un habitat beaucoup plus important, des villes extrêmement peuplées, et donc on a sous-estimé l'impact de cette épidémie au départ, et la capacité qu'elle aurait à diffuser dans ces 3 pays. Donc là, je pense qu'elle est différente parce qu'elle survient en Afrique de l'Ouest, elle survient dans un environnement complètement différent, qui est moins rural et un peu plus urbain, si on accepte la Guinée forestière, et puis dans des populations qui n'avaient jamais entendu parler d'Ebola et qui ne connaissaient pas Ebola. Et ça, on arrivera, et ça sera peut-être partie de vos questions, la résistance des populations face à cette épidémie. Pour savoir, donc, lors d'une précédente interview, vous évoquez le fait qu'une bonne partie des personnes affectées par le virus Ebola guérissent. Comment expliquez-vous ce phénomène? C'est tout le problème des pathologies infectieuses. Pourquoi certains guérissent et d'autres pas, on n'a pas de réponse encore. Il y a quelques facteurs qui peuvent intervenir. Alors, c'est vrai que si
si vous êtes très malade au départ et si vous avez d'autres pathologies, que vous êtes cardiaque, que vous avez une pathologie pulmonaire ou vous avez d'autres infections en même temps, on va dire que c'est pas vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver d'avoir Ebola en plus. Après, est-ce que ça dépend aussi de la quantité de virus avec laquelle vous êtes infecté? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques liés à la personne elle-même et qui sont en cause dans la survie ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre. C'est vrai qu'on aimerait tous avoir cette réponse à cette question, mais pour plein d'autres maladies infectieuses, on ne sait pas vraiment pourquoi certains guérissent et d'autres ne vont pas guérir, hormis ces choses évidentes que je vous ai eues, ce qu'on appelle des comorbidités. Si vous arrivez déjà malade et que vous êtes infecté par autre chose, vous avez un petit peu moins de chances de vous en sortir que si vous êtes en pleine santé, bien nourri, sans autre infection, sans problème cardiovasculaire, et c'est plus facile de guérir dans ces conditions. Mais c'est pas non plus à 100% dans ce cas-là. Donc là, on n'a pas les réponses à cette question. C'est bien pour ça qu'il faut faire des recherches. Les traitements actuels utilisés sont surtout symptomatiques. Quelles sont donc ces principales stratégies thérapeutiques? Il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, il y a la théorie, ce qu'on peut faire, et puis ce qui est fait. Si vous comparez la manière dont sont soignés les patients en Afrique et les quelques patients qui ont été soignés soit en Europe, soit aux États-Unis, on n'est pas du tout dans le même registre. En Afrique, c'est MSF qui a mis en place ces centres de traitement au départ. Maintenant, il y a d'autres associations, gouvernements qui ont mis en place des centres de traitement. Il faut savoir que le centre de traitement, c'est quand même un petit peu limité ce qu'on peut faire sur place. Si vous vous placez dans ce qui s'est fait en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, on est d'emblée dans un service de réanimation et avec une prise en charge maximum. Donc déjà là, vous voyez que la prise en charge, elle est celle qu'il faudrait mettre en place, c'est celle qu'il y a ici, bien évidemment. Mais on sait que dans ces pays-là, c'est compliqué. Ils n'avaient pas ce niveau de soins. Donc là, le traitement symptomatique, c'est déjà traiter des infections, d'autres infections s'il y en a. Et le paludisme, par exemple, on sait comment le traiter. Une infection bactérienne, on sait comment la traiter. En général, voilà. Ces patients vont vomir, vont avoir de la diarrhée, vont éventuellement avoir des hémorragies. Et à ce moment-là, il faut éviter la déshydratation. Et il faut vraiment leur apporter les perfuser avec de grandes quantités de liquide, de manière à ce qu'ils ne perdent pas trop de liquide corporel. C'est traiter la douleur, éventuellement la fièvre. Et ça, c'est le traitement symptomatique. Voilà, donc, mais il faut que vous ayez conscience que la survie en Afrique et la survie dans un pays développé n'est pas du tout la même sans traitement spécifique. C'est-à-dire que la survie est, on va dire, 2 fois meilleure si vous êtes malade, si vous avez Ebola, que vous faites soigner aux États-Unis ou en France, que si vous êtes soigné en Guinée. C'est parce qu'on est tout de suite dans un autre environnement et vous avez plusieurs personnes qui vont prendre soin de vous. On va vous donner tous les médicaments. Enfin, on va vous suivre de très très près et éviter que votre état général s'aggrave. Voilà, donc ça, et je pense qu'il est important quand même, excusez-moi, de vous dire que ces 3 pays, et donc principalement 2, le Libéria et la Sierra Leone, relèvent d'années de guerre civile. Et donc, d'années de guerre civile, et donc avec des services de santé qui sont dans un état déplorable. À Monrovia, la capitale du Libéria, il y avait un hôpital, et encore, qui ne fonctionnait pas vraiment beaucoup. Si là-dessus, vous mettez la plupart des médecins qui meurent d'Ebola, il y a le plus grand monde. Avec très peu de médecins, et je crois qu'il y avait, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être un médecin quasiment pour 10 000 habitants, quelque chose comme ça. On n'est vraiment pas du tout dans le même ordre d'idée. Donc on part d'un contexte qui est complètement différent. Ebola, voilà, on aurait Ebola en France, on aurait, on va dire, 15-20% de mortalité sans traitement spécifique. On est en Afrique, on a 50, 60, 70%. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi un peu une maladie de la pauvreté. Et donc, outre les
traitement symptomatique, quelles mesures sanitaires, sociales ou politiques faut-il mettre en place afin de limiter la propagation du virus? Si j'avais toutes les réponses. Alors, sanitaire, voilà. Tester de nouveaux médicaments, c'est compliqué. Sanitaire, j'imagine que c'est les soins arrivent dans de meilleures conditions, avec le personnel formé et en nombre suffisant. Admettons. Après, on peut trouver des traitements spécifiques qui vont lutter contre le virus lui-même, ou toute la réponse immunitaire de l'autre. Ça veut dire quelque chose, la réponse immunitaire de l'autre. Hein. Parce qu'à la fois, il y a le virus qui va induire des perturbations, et ensuite, c'est un virus qu'on dit de classe 4, pathogène, un virus hautement pathogène. Donc il ne peut être manipulé que dans un laboratoire hautement sécurisé, qu'on appelle des laboratoires P4. Et il y en a un en France, qui est à Lyon, et puis il y en a dans différents pays d'Europe. Mais ce qui veut dire que ces laboratoires P4 ont aussi une animalerie capable de recevoir des macaques. Et en Europe, il n'y en a qu'un laboratoire qui peut faire ça. C'est le laboratoire de Lyon. Donc, vous voyez, on est déjà... on rétrécit de plus en plus les possibilités. C'est pas facile de développer des médicaments. Ensuite, on va sur le macaque, on va faire l'expérience, on va infecter les macaques avec du virus Ebola, et puis ensuite on va les traiter avec les molécules qu'on a identifiées. Si ça marche, très bien. Comment on passe chez l'homme? Alors, chez l'homme, il y a plusieurs phases pour tester un médicament. Il y a une phase 1, mais peut-être que vous êtes au courant de tout ça. Ah bah d'accord. La phase 1, c'est sur les patients sains. Ensuite, il faut passer sur des échantillons un petit peu plus grands. Et puis, pour prouver l'efficacité, il faut le donner à des malades. Et quand vous avez des épidémies d'Ebola qui concernent finalement peu de personnes, parce qu'en 40 ans, Ebola a tué à peu près 1500 personnes, ce qui à l'échelle d'un continent, c'est rien par rapport à toutes les pathologies qui peuvent circuler en Afrique. Bien sûr, maintenant, Ebola a tué au minimum 9000 personnes. Mais vraiment dans un autre ordre de vue. Et quand ça tue 300 personnes, sur 3 mois, on ne peut pas lancer des essais pour vérifier que ces médicaments sont efficaces. Parce que pour faire ces essais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut qu'on ait des accords éthiques, réglementaires, qu'on mette en place le protocole, qu'on ait les financements, enfin, tout un tas de procédures qui prend en général, quand tout va bien, 6 mois. Vous voyez, là, il faut qu'on arrive à comprimer le temps pour pouvoir lancer des essais cliniques. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais pu tester un médicament chez des patients qui avaient Ebola. Ou alors au coup par coup, mais ce n'est pas dans le cadre d'un essai clinique où on va évaluer de manière extrêmement claire l'efficacité de ces médicaments. Alors voilà, maintenant, cette épidémie d'Ebola, on va dire, on en a profité entre guillemets, c'est-à-dire pour avancer, c'est-à-dire pour comprendre et essayer de voir s'il y a des médicaments qui peuvent être efficaces. Et notamment en France, et ça sera a priori le seul essai clinique pour tester l'efficacité d'un médicament, un essai qu'on a pu lancer et faire financer par la Commission européenne, qui teste l'efficacité d'un antiviral qui est développé par une boîte japonaise, donc vous le verrez dans d'autres choses, je pense que j'en ai parlé ailleurs, qui s'appelle Toyama Fujifilm, donc, et qui a développé un antiviral, pas pour Ebola, mais pour la grippe, et la grippe sévère. Et ce médicament est d'ailleurs maintenant autorisé au Japon pour traiter la grippe sévère. Et une équipe de recherche l'avait testé sur un modèle qui n'était pas un modèle animal, qui n'était pas le primate, mais on peut tester avant sur des rongeurs, des souris, des cobayes, ce que vous voulez. Et là, ça avait montré une certaine efficacité. Donc partant de ce constat, et en accord avec l'OMS, parce que c'est l'OMS qui a quand même coordonné l'ensemble, et puis Médecins sans frontières bien sûr, on a lancé un essai clinique qui est en cours pour le moment, et dont on aura des premiers résultats fin janvier. Il n'y a pas beaucoup d'autres molécules à ce stade qui existent. Alors vous avez tous entendu parler au début de l'épidémie, surtout quand les 2 patients américains ont été rapatriés, du ZMapp. C'est des anticorps monoclonaux, mais là il n'y en a plus. Et donc ils sont en phase de production. Et on n'a pas fait d'essai là-dessus. Parce que pareil, le temps de produire ce médicament, voilà, l'épidémie, on est heureusement en phase décroissante et on espère qu'elle sera terminée dans quelques mois. Heureusement, les chiffres pour le moment sont bons et se confirment, la diminution se poursuit. Donc c'est compliqué de tester un médicament, on aura peut-être quelques pistes avec l'essai qu'on a mis en place. Alors il y avait le versant sanitaire, politique et social. C'est vaste. Alors politique et social, ça se rejoint un peu de toute façon. Je ne suis pas une spécialiste de ce domaine, hein, mais
encore une fois, on est dans des pays où les rapports avec le gouvernement n'est pas forcément très simple. D'abord les guerres civiles, les populations n'ont pas confiance dans leurs dirigeants. En Guinée, c'est la même chose. Les dirigeants ne sont peut-être pas toujours non plus très bien conseillés, la communication n'est pas toujours très bien faite, ça peut être ou d'une manière autoritaire où on sous-évalue le problème, les populations elles-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Et ce n'est pas spécifique à l'Afrique, encore une fois, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important. Je veux dire, Ebola, vous le mettez en France ou aux États-Unis, c'est une panique totale. Et on va rechercher le bouc émissaire, il y aura une théorie du complot, la même chose. Ça ne sera pas les mêmes objets au final, mais ça sera les mêmes réflexes. Et on l'a vu aux États-Unis quand il y a eu ça. Recherche d'un bouc émissaire, on met en quarantaine les gens, enfin, on arrive à des situations extrêmes. Et elles ne sont pas pires en Afrique que dans les pays développés. Ça, vraiment, mais elles ont d'autres objets. Et bon, on a beaucoup parlé des rites funéraires en Afrique, parce que là, les rites funéraires sont importants. On ne laisse pas partir quelqu'un sans le toucher, sans le laver, sans... Ces rites sont importants pour aller de l'autre côté et partir. On n'a pas les mêmes rapports à la mort que l'on. Donc il faut les respecter, il faut respecter ça, mais il faut trouver le moyen d'éviter que les personnes soient infectées via le cadavre d'une personne malade d'Ebola. Et ça a été... c'est un gros travail à faire en amont, d'où le rôle des anthropologues, des sociologues, pour essayer de faire passer des messages, de comprendre, et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Alors, à titre d'exemple, il y a un anthropologue du CNRS qui avait beaucoup été impliqué avec l'OMS pour gérer des épidémies d'Ebola, notamment une au Congo, parce qu'il y avait eu 3-4 personnes congolaises qui essayaient de faire passer le message qu'Ebola était dangereux et qu'il fallait se protéger, et qui avaient été lynchées par la population. Il y en a eu d'autres cas récemment. Et donc l'OMS avait fait appel à lui pour essayer de comprendre comment faire. Et donc il s'était rendu compte que pour les populations, voir partir leurs proches, leur père, leur mère, leur enfant, dans un sac en plastique, enterré n'importe comment, ça passait pas. Donc il y avait vraiment un blocage par rapport à ça. Donc il a compris qu'il fallait peut-être un peu découvrir la tête au moment où on mettait le corps en terre, le mettre dans un sens particulier, alors je ne pourrais pas vous dire lequel, mais la tête dans telle direction, et puis mettre un pagne autour en tissu, hein, autour de la housse mortuaire, pour respecter un minimum de rites. Et ça, à ce moment-là, la population a adhéré au message de prévention d'Ebola. Donc voilà, il y a un effort à faire des deux côtés. C'est vrai, quand on arrive, et y compris les équipes de MSF, un peu cow-boy, on va vous soigner, tout est bon, on fait ci, on fait ça, et les gens voient ces espèces de cosmonautes qui font extrêmement peur, et ça, se disent, mais si je rentre là-dedans, je vais le ressortir dans un sac en plastique, ça donne pas envie. Donc c'est vrai que la communication, expliquer, ça c'est fondamental, mais c'est, encore une fois, pas spécifique à l'Afrique, hein, vraiment. Donc, social et politique se rejoignent un peu, je veux dire. Et là, encore une fois, la recherche a un rôle à jouer. Mieux comprendre, pour mieux expliquer, mieux diffuser les messages. Et comprendre des deux côtés. Hein, c'est pas, il ne faut pas que ce soit simplement les populations qui comprennent le message des soignants. Il faut que ce soit les deux. Cette interaction est importante. Mais je suis peut-être trop longue, moi, dans mes réponses. Non, justement, vous parlez du fait que la recherche est compliquée. Et en fait, nous connaissons les avancées médicales qu'il y a eu lors de la Première Guerre mondiale dans la chirurgie, notamment avec les grands blessés de guerre. Donc nous, on se demandait si on pouvait établir une analogie entre ce qu'il y a eu lors de la Première Guerre mondiale et cette épidémie d'Ebola pour faire avancer la recherche sur les antiviraux et plus en général sur tous les antiviraux. Si on veut faire une analogie, pourquoi pas? Je dirais pourquoi celle de la Première Guerre mondiale ou d'autres. Hein. Mais ce que je disais là, effectivement, si on veut, par exemple, trouver des réponses en termes thérapeutiques et donner des molécules qui soient efficaces à des gens qui présentent une infection, il faut bien qu'il y ait une épidémie. Et ça, en ce sens, bien évidemment, on avance. On va avancer aussi sur la compréhension de cette maladie, un peu plus, on espère. Parce que il y a plein d'autres études qui sont en cours et on va voir, on va tirer des leçons et il y aura quand même pas mal de découvertes et d'avancées. C'est dit qu'il y en avait déjà pas mal qui avaient été faites sur des épidémies beaucoup plus limitées. Mais là, on va apprendre bien évidemment davantage. Et bien sûr, c'est malheureux, mais on apprend comme ça.
il faut quand même qu'il y ait quelque chose, un événement un peu dramatique. On peut effectivement comparer ça à une guerre qui aurait tué 10 000 personnes et qui a été assez dramatique parce que c'est des morts assez horribles quand même. Je veux dire, on meurt dans des conditions qui sont difficiles, douloureuses et seules surtout, hein, parce que la famille ne peut pas être autour. Donc oui, on apprendra. Ça définitivement on apprendra, et c'est pas être cynique que de dire voilà, on va faire des choses, il faut profiter de cette épidémie justement pour que la prochaine on puisse effectivement mieux la prendre en charge. Ça c'est sûr. Et je reviens encore sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux traitements expérimentaux et les différentes phases. Donc pas sur ces traitements expérimentaux, mais sur des traitements déjà existants. Il y a une étude américaine publiée dans la revue Emerging Microbes and Infections qui a identifié 53 médicaments qui sont déjà existants et qui pourraient être efficaces contre le virus Ebola. Donc c'était des anticancéreux, par exemple les inhibiteurs de microtubules, qui pourraient figurer parmi les molécules les plus efficaces. Qu'en pensez-vous, vu qu'il y a ces différentes phases de production? D'une part, le médicament qu'on teste actuellement, c'est un médicament connu. Hein, il s'appelle le Favipiravir. Le nom commercial, c'est Avigan. A-V-I-G-A-N. Donc je dis pour le traitement de la grippe, qui vient juste d'être homologué au Japon. Donc c'est un médicament qui existe, et justement, effectivement, on se disait, on connaît à peu près les doses, on connaît les effets secondaires ou l'absence d'effets secondaires, on connaît la posologie. C'est vrai qu'on peut avancer plus vite. Et c'est intéressant votre question, parce que par ailleurs, on a financé un projet sur quelqu'un qui a une approche, non pas de molécules qui vont agir sur le virus et empêcher sa réplication, c'est-à-dire sa multiplication, mais qui vont agir sur les liens entre les cellules de l'hôte, de l'homme, et du virus, de manière à au final empêcher la réplication du virus. C'est quelque chose qu'on appelle des interacteurs. On va voir dans le détail. Et là, lui, il est parti de médicaments connus. Justement, faire un premier criblage de ces molécules connues sur ce système-là. Et là, il a sorti à peu près une dizaine de molécules. Alors, on va retomber un peu sur les mêmes, bien sûr. Hein. Il y en a sur ces 10 molécules, à peu près 2-3 qui sont extrêmement intéressantes, en tous les cas, en première intention et dans un modèle in vitro, c'est-à-dire sur cellules. Hein. Après, il faut qu'on aille un peu plus loin, malgré tout prouver leur efficacité. Même si on connaît ces molécules, il faut prouver leur efficacité dans un modèle animal, avant de passer à l'homme. Donc bien évidemment, ça c'est une piste qu'on a lancée, nous, dès le mois de juillet d'ailleurs, hein, pour essayer, à partir de médicaments connus, de voir s'il y en a certains qui pourraient être efficaces contre le virus Ebola, et avec un mode d'action différent. Des études probabilistes ont montré que si les trafics aériens internationaux n'avaient pas été modifiés, il y avait 75% de risque que le virus Ebola se propage en France après 20 jours. Par conséquent, que pensez-vous de la mobilisation mondiale suscitée par le virus Ebola? L'avez-vous trouvé efficace? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Alors, nous vous demandons si, justement, si les trafics aériens internationaux n'avaient pas été arrêtés vers la France, cela n'aurait-il pas causé 75% de plus d'infections? Oui, en France, au bout de 20 jours. Ils ont été arrêtés peu quand même. Conakry, Paris, ça a toujours été maintenu. Ils ont été en fait modifiés. Oui, c'est le Conakry Freetown qui n'a pas été maintenu. Mais le Paris ils n'ont pas été Conakry arrêtés totalement, mais ils ont été un peu modifiés en détourné pour certains. Très peu. Le Paris Conakry a toujours persisté. Air France n'a jamais enlevé cette ligne. Je crois qu'ils ont enlevé uniquement la ligne Conakry Freetown. Mais je ne suis pas sûre. Le Paris Conakry, à mon avis, n'a pas été modifié. Je pense que ça n'aurait strictement rien modifié. Qu'on arrête les transports aériens. Ça a été une très mauvaise décision. D'une part, ça isole ces populations. On les met encore plus en quarantaine et en difficulté. Je trouve que ça a été une très très mauvaise décision. On a bien vu, il y a très peu de cas il y a eu très peu de cas d'exportation d'Ebola. Ça se couvre. Il y a quoi dans le monde, à part les soignants qui ont été rapatriés dans leur pays d'origine, il y a peut-être 3-4 cas qui sont passés dans les mailles du filet. Je veux dire, c'est rien. C'est rien. Non, je pense que ça n'aura rien changé. Et ça a été une très mauvaise décision d'arrêter. Certains proposent de récupérer les anticorps développés par l'infirmière française, entre autres, qui a survécu pour créer de nouvelles thérapeutiques grâce aux nouvelles technologies. Vous avez des questions extrêmement précises et bien documentées, c'est bien. C'est aussi une piste de recherche. Hein, donc,
La Commission européenne, elle avait lancé, c'est pas un appel d'offres, mais a mis en place une enveloppe budgétaire pour financer les projets Ebola dès le mois de septembre, à peu près 25 millions. Sur ces 25 millions, elle finance l'essai qu'on a monté en Guinée, et puis, entre autres projets, un projet qui vise à tester l'efficacité du plasma de convalescents, des patients convalescents, donc ça rejoint votre question, pour traiter la maladie Ebola. Bon. Il y a eu du retard de prix et probablement cet essai ne va pas pouvoir se faire parce qu'il va y avoir peut-être plus assez de malades pour évaluer l'efficacité des plasmas. Ceci dit, nous on est en train maintenant d'essayer de réfléchir et pour la prochaine épidémie, est-ce qu'à partir des anticorps qu'on peut extraire, ou plutôt des immunoglobulines qu'on va extraire du plasma de convalescent, est-ce que ça peut être intéressant comme méthode thérapeutique? Donc ça, c'est un projet qu'on va essayer de développer petit à petit. C'est assez lourd. C'est vrai que les anticorps, là, vous avez plusieurs sortes d'anticorps, je me doute un petit peu, mais il y a une catégorie d'anticorps qu'on appelle les anticorps neutralisants, et qui ont le pouvoir vraiment de neutraliser le virus. En général, ces anticorps neutralisants, après une infection virale aiguë, apparaissent assez rapidement, dans un délai de 3 semaines, on va dire. Là, pour Ebola, c'est beaucoup plus tardif. Et il faut au moins 3 mois après le début de l'infection pour avoir des anticorps neutralisants qui apparaissent. Et c'est probablement ces anticorps neutralisants qui vont être intéressants. Il faut d'abord qu'on les caractérise, il faut qu'on évalue leur cinétique d'apparition. Alors, ils font comment? Ils montent beaucoup, à partir de quel moment? Ils diminuent ensuite? Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, voir, est-ce qu'on a les mêmes anticorps neutralisants chez un patient qui a fait une maladie, ou c'est un patient asymptomatique, que je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas présenté de symptômes, en tous les cas sévères de la maladie, ou des patients vaccinés, parce que vous savez qu'il y a aussi des essais vaccinés en route. Et à partir de ça, envisager ce qu'on appelle un fractionnement d'immunoglobuline qui pourrait être évalué d'abord dans un modèle animal et, si possible, être disponible pour une prochaine épidémie. Mais ce sont des pistes effectivement extrêmement intéressantes et on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus, bien évidemment. Ça fait partie aussi des priorités définies par l'OMS et d'autres grandes organisations. Et puis, quelles sont les limites éthiques qui empêchent les organisations humanitaires étrangères d'apporter l'aide nécessaire à la population locale? Et comment peut-on aider efficacement? Alors ça dépasse un peu mes compétences. Ah. Les limites éthiques, je crois qu'il ne faut pas arriver comme un cow-boy de ces endroits-là. Ça, c'est... Il y a aussi... c'est compliqué d'arriver là-bas. Vous arrivez un peu comme un sauveur, vous arrivez d'un pays du Nord, avec toute sa richesse, tout ce qu'il implique, dans un pays... Enfin, il faut respecter la culture, la tradition, l'orgueil des gens que vous avez en face, qui a un respect mutuel. Il faut être en lien avec les politiques, et c'est pas toujours simple, parce qu'il y a aussi quand même pas mal de corruption, il faut le dire. Voilà, c'est les règles éthiques, je dirais, c'est des règles de bon sens et de respect de l'autre. À partir de là, on doit y arriver, mais c'est pas simple non plus, parce qu'on est dans un état d'urgence. Hein. Vraiment, Monrovia, la capitale du Libéria, pendant quelques semaines cet automne, ça a été l'horreur. Vous aviez des patients qui arrivaient devant les grilles d'MSF et qui mouraient devant, parce qu'il fallait faire une sélection. MSF devait faire une sélection des patients qu'ils prennent en charge. Il est bien évident que celui qui allait mourir dans l'heure, c'était pas intéressant de le prendre. Il valait mieux prendre ceux qui pouvaient être sauvés. C'est dur à faire, ça aussi. Donc vous voyez, on est dans des situations extrêmes où voilà, il faut prendre des décisions qui sont parfois épouvantables, et les gens de MSF, au bout de 3 jours, ils n'en pouvaient plus, ils étaient obligés d'aller déconnecter, décompresser pendant une journée, parce que faire un tri de gens qui vont mourir et d'autres qui ont peut-être une chance de survivre, c'est pas simple non plus à faire. Hein. J'aimerais pas être à leur place, prendre ces décisions. Donc, on est dans des situations aiguës, difficiles, de pauvreté extrême pour certains, d'une maladie qui fait horriblement peur, parce que Ebola est quand même la maladie infectieuse qui tue le plus, hein, en pourcentage. Il n'y a pas d'autres maladies infectieuses qui tuent entre ça, jusqu'à 90% des individus infectés. Donc c'est quand même une maladie extrêmement sévère
qui véhicule tout un tas de fantasmes. C'est pas simple. Voilà. Donc, je peux pas répondre davantage à votre question parce que là, il faudrait voir des gens plus compétents que moi pour le faire. Mais voilà, C'est parfait. Merci beaucoup. Et ben voilà. Merci pour tout.